Lundi 3 octobre 2022, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de l'information. La Sénat a convié ce matin les partis politiques à une séance d'information et d'échange, une rencontre ultime au cours de laquelle l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a lancé le chronogramme des activités en vue des législatives de 2023 ainsi que l'indique le code électoral. L'essentiel à retenir dans ce compte rendu. À cette rencontre d'échange et d'information entre la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques, 11 représentants des formations politiques sur les 15 convoqués ont répondu présents. Une rencontre participative qui s'inscrit dans le chronogramme des activités prévues par la Sénat dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Cette activité est prescrite à l'article 19, 6e tiré du Code électoral, porté par la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. La Sénat a donc une mission générale d'organiser des rencontres avec les partis politiques pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. Mais l'objectif spécifique assigné à celle-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier qu'elle a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le décret précité. Il est normal que les structures... 3 présentations ont meublé cette séance d'échange. La première sur le rappel du chronogramme des élections législatives, la deuxième sur le processus de gestion des déclarations de candidature et la troisième sur les rôles et responsabilités des partis politiques dans le processus électoral. Après ces différentes présentations, parole a été donnée aux partis politiques présents pour poser leurs préoccupations. Je voudrais vous demander de nous dire où se trouve la carte d'identité biométrique ou le CIP dans le code électoral. Je voudrais vous demander de nous dire où se trouve dans le code électoral le certificat de résidence avec la précision délivrée par le maire ou l'un de ses adjoints. Je voudrais vous demander de nous dire dans la loi, dans le code électoral, où se trouve la pièce qu'on appelle quitus fiscal avec la précision qu'elle soit délivrée obligatoirement par le directeur général des impôts. La liste électorale que nous allons utiliser, qu'à l'étape de la LEIP, que nous puissions nous asseoir, et je vous l'avais déjà dit, que nous puissions nous asseoir pour regarder la liste et voir ce qui va ou ce qui ne va pas dedans. Et vous avez pu observer que nous, on a découvert des enfants de 7 ans à qui on a attribué des bureaux de vote. Même si, après dénonciation, on s'est arrangé pour corriger ça un peu. C'est déjà une bonne chose. Mais comment pouvons-nous savoir que ces faiblesses ne continuent pas de subsister dans la liste électorale? Des préoccupations enregistrées et dont certaines réponses ont été servies séance tenante. Pour les autres, le président de la Sénat va renvoyer les partis politiques à la lecture du code électoral avant de conclure. La démocratie est l'affaire de tous. Elle n'est pas univoque. Elle se doit d'être la plus participative possible. En tout cas, la Sénat nouvelle formule se veut crédible, donc transparente, inclusive et équitable. Nous comptons sur vous pour nous y aider. Le chronogramme des activités de la Sénat se poursuit et du 28 octobre au 2 novembre 2022, les portes de l'institution seront ouvertes pour l'enregistrement des candidatures, l'une des étapes capitales pour la poursuite du processus électoral. Et puis à l'issue de la séance d'échange, quelques représentants des formations politiques présents se sont prêtés à nos interrogations. Ils sont revenus sur les préparatifs, chacun en ce qui le concerne, pour leur participation aux prochaines élections législatives. On les écoute. Je retiens que la Sénat a voulu échanger avec les partis politiques sur le calendrier des élections. Et j'ai noté effectivement
que la Sénat s'est inspirée des différentes dates butoirs précisées déjà dans les dispositions constitutionnelles et dans le code électoral. Sur cette base, je crois que les dates qui ont été proposées tiennent compte quand même de la réglementation en vigueur. Nous avons quand même évoqué certaines inquiétudes au niveau du processus à la Sénat, et entre autres la carte d'électeur qui n'existe plus dans la loi. Et si on sait que dans le Bénin profond, même si nous prenons la ville de Cotonou, il y a quand même des électeurs qui n'ont aucune pièce, qui n'ont su aucune pièce. Et nous avons évoqué ces cas-là parce que nous voulons que les élections de janvier 2023 soient des élections apaisées. En définitive, ce que nous souhaitons, au-delà de tout ce qui se dit, c'est que pour une fois, la Sénat, chargée d'organiser ces élections, puisse prendre sur elle-même de faire des élections qui satisfassent tout le peuple béninois, qui nous évite de replonger dans les travers du passé, qui nous évite de revivre des douleurs que nous avons vécues et que nous créons tous. C'est ça nos attentes, c'est ce que le peuple béninois souhaite de cette Sénat. Donc au-delà de tout ce qui se dit, c'est que les uns et les autres, surtout eux, chargés d'organiser les élections. Oui, au niveau de l'Union progressiste, je pense que tout se passe bien. Vous savez d'ailleurs que l'Union progressiste est un parti bien organisé et bien outillé, donc qui a les facultés nécessaires, requises, donc pour mieux faire les choses. Et les exemples des élections passées ont déjà prouvé que nous avons la tête sur les épaules. C'est pour vous dire que pour ces élections, nous sommes plus que prêts déjà. Nous ferons tout pour être à jour avant la date et pour présenter de très bons dossiers afin que les candidatures au niveau des FCBE puissent être retenues. Nous nous préparons très bien, comme nous l'avons annoncé depuis notre participation manquée au communal de 2020. Nous avons dit que nous prenons sur nous la responsabilité de faire en sorte que la prochaine échéance à venir, que nous puissions être présents. Nous sommes totalement prêts, nous sommes dans le processus, nous suivons notre chronogramme et nous respectons notre chronogramme et nous serons au jour J prêts pour les élections. Voilà, autre volet de l'actualité, la commission de la CEDEAO organise depuis ce lundi matin une formation sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire en Afrique de l'Ouest. Objectif, renforcer les capacités des personnels des ports et des acteurs impliqués dans la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire. Ce séminaire qui va durer 15 jours a été possible grâce à la collaboration entre la CEDEAO et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre AGPAOC. Compte rendu, Stélia Padonon et Prudence Koussouran. Venus des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ces autorités portuaires, cadres des affaires maritimes, du Conseil des chargeurs, de la Marine nationale, vont durant plus d'une dizaine de jours s'imprégner de l'évolution des dispositions réglementaires afférentes au Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires et au Code maritime international des marchandises dangereuses. C'est le centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui abrite les travaux. Les 15 jours que nous allons passer dans ce centre rappellent l'importance des enjeux que sont les menaces sécuritaires qui planent sur l'industrie maritime et portuaire et qui s'amplifient d'année en année avec la montée du terrorisme et des actes de piraterie en mer, ainsi que des risques avérés de connexion de cette insécurité dans les eaux avec le terrorisme à terre, lequel avance depuis des décennies à partir de la zone sahélienne.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du plan d'action prioritaire 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO et du renforcement de la gestion du contrôle sécuritaire aux frontières terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. Pour l'atteinte de ces objectifs, la Commission de la CEDEAO et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont développé des activités de coopération technique. C'est au nom de cette collaboration que la CEDEAO a organisé ce séminaire. Nous apprécions tous le fait que la sécurité et la sérénité ont du prix. Elles ont du prix parce qu'elles sont la base du développement. Sans la sécurité et la sérénité, il n'y a pas d'humanité. Alors, tout effort doit être fait pour le maintien du développement de la sécurité et de la sérénité, car elles sont la base de la survie humaine. La sécurité est simplement comme la vie humaine. C'est une dynamique, une affaire journalière. C'est un besoin constant pour nous de renforcer les capacités et d'œuvrer pour un développement durable. C'est la raison qui sous-tend l'importance de ce projet de 2 semaines. Accompagner les acteurs présents dans les différents secteurs d'activité directement touchés par l'insécurité à travers des séminaires de formation, c'est l'initiative de la CEDEAO afin de combattre efficacement le terrorisme dans la sous-région. Pour la CEDEAO, la sécurité maritime a toujours été et restera toujours une priorité. Et la tenue de cette session de formation en est une preuve. L'amélioration de la sécurité maritime a permis au commerce de prospérer avec un impact positif sur les économies des États membres, de la sous-région comme de la région Afrique d'une façon générale. Et le développement du port du Bénin, de Cotonou, en est aussi une illustration. C'est d'ailleurs ici le lieu de saluer tous les efforts qui sont faits pour prendre en considération l'importance que revêt pour l'Afrique l'économie bleue. À l'issue de la formation, une table ronde d'échange sera organisée sur les enjeux sécuritaires dans le domaine portuaire et maritime, réunissant des experts au cours de laquelle seront formulées des recommandations. Et puis lancement ce 1er octobre 2022 de la première édition du Festival des Zambito dans le département de l'Atlantique. C'est l'arrondissement central d'Abomey-Calavi qui a abrité les dites manifestations à travers chants, danses et démonstrations diverses. Le public a été égayé, une cérémonie qui cadre parfaitement avec les ambitions du gouvernement dans le domaine culturel et qui a connu la présence du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Modeste Dosutogbe, Bonaventure à Lorient, reportage. La collectivité des Zambito d'Abomey-Calavi a l'honneur pour le lancement de la première édition du Festival du Zambito. Le quartier Calavi-Dodomé, au rythme et spectacle des gardiens de nuit, communément appelé le Zambito. Un festival qui vise à promouvoir et valoriser la culture béninoise tout en mettant en lumière la richesse culturelle de la localité. Vu l'importance des différents couvents du département, nous avons opté pour d'abord la commune d'Abomey-Calavi. C'est tellement que la prochaine édition, on serait peut-être à Soava, à Zé, à Alada, à Tofor, à Ouida et pourquoi pas à Komassé ou Tori. Pour cette édition, nous disons un grand merci au maire de la commune d'Abomey-Calavi et également au préfet du département de l'Atlantique. D'origine Gon, le Zambito vient du Zong qui signifie nuit et Beto chasseur. Il veut donc dire chasseur de nuit et a pour mission de veiller sur les rois de la ville, la communauté et de chasser sorciers et mauvais esprits durant toute la période nocturne. Cette initiative donne le signal du caractère attractif du secteur touristique dans le PAG2 du gouvernement de Patrice Talon. Cette activité est l'occasion de montrer aux différents invités de ce festival la force et le savoir de nos cultes du département de l'Atlantique. Pays de Vodou comme le monde entier se plaît à l'appeler, notre chère nation, le Bénin, regorge des potentialités qui permettent son attraction par les touristes.
À ce rendez-vous, les populations ont eu droit à des démonstrations qui ont suscité attention et admiration. Moment pour les dignitaires de faire des doléances à l'endroit du gouvernement pour la mise en place d'une cour pouvant abriter convenablement les festivités à Abomey-Calavi. Donc, ça peut être il faut nous voir à quatre corps et nous faut nous les billes nous to gagner quelqu'un pour aider mi pour ça ouais j'ai des amis pour nous aider mi me sur lindo no teme daho pour ça peut être jiwe tabo donc pour vite on les pour et dit mon teme. Cette énième activité culturelle succède à une série d'événements semblables entamés depuis plusieurs semaines et orchestrés par les chefs et dignitaires des régions endogènes. Voilà, merci à vous, Modeste Dostobo, et bonne aventure à Lorient. Les femmes leaders du Bénin se sont donné rendez-vous ce dimanche 2 octobre sur la pelouse synthétique de l'Université d'Abomey-Calavi à travers un match de gala organisé par l'ONG Femmes sans frontières. L'équipe de la société civile qui était opposée à son homologue des femmes politiques a remporté la 2e édition de ce match de gala sur la plus petite des marques, 1-0. Reportage Moucharaf Soumanou et Prudence Koussouran. L'ONG Femmes sans frontières réussit le pari de l'organisation de la 2e édition du match de gala des jeunes femmes leaders du Bénin. C'est à travers une rencontre qui a opposé l'équipe de femmes de la société civile en blanc à leurs homologues du bord politique habillés en bleu. Loin d'avoir servi une prestation XXL à l'image des hommes, ces jeunes dames n'ont pas été ridicules durant les 2 mi-temps disputés. En témoigne cette ouverture du score survenue à la 15e minute de jeu sur une action conduite par la coéquipière de Belvin Toklour. C'est sur ce score de 1-0 que la juge centrale va renvoyer les 2 équipes au vestiaire. Le temps est mis à profit par les coachs des 2 formations pour donner des instructions. Désormais, vous les deux, vous pouvez faire la fête. Sur le plan défensif, c'est elle, sur le plan offensif, c'est pas. Donc, elle essaie de rapidement te retrouver, elle te retrouve rapidement et tu attaques. Tu ne peux pas, il faut aller vers le temps. Du retour des vestiaires, les 2 équipes vont se montrer plus offensives, mais vont faire preuve d'un manque total de réussite. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre et les femmes de la société civile remportent ainsi cette 2e édition qui n'aura pas connu ni gagnante ni perdante. Je suis très contente. C'est un simple jeu, mais nous nous sommes donnés, on a tout fait et nous avons gagné. Je dis félicitations à toute mon équipe. J'ai été vraiment émue et nous sommes confondus, toutes les femmes politiques et les femmes de la société civile. Il est bien vrai, les femmes de la société civile nous ont battu 1-0, mais c'est toutes les femmes béninoises qui ont gagné. Ce sont toutes les femmes leaders politiques et de la société civile qui ont gagné. Je remercie très sincèrement l'ONG qui a pris l'initiative. C'est vraiment salutaire. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la joie. La présidente de l'association Femmes sans frontières livre ses impressions et révèle l'objectif de l'organisation de ce match de gala. Mes impressions sont très bonnes. Je dirais que les mots me manquent pour m'exprimer, pour exprimer ma joie. Nous avons initié ce match de gala parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas une forte solidarité entre les femmes leaders, entre les femmes militantes. Et donc nous nous sommes dit, l'effort que chacune d'elles mène individuellement, si on combine ces efforts ensemble, elles seront plus fortes et elles iront plus loin dans la noble lutte qu'elles mènent au quotidien pour contribuer au développement de notre pays. Flora Agbra n'a pas manqué de remercier tous les acteurs ayant contribué à l'aboutissement heureux de cet événement. Je voudrais tout simplement remercier toutes les invités, tous les leaders et toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement pour venir nous soutenir la 2e édition du match de gala des jeunes femmes leaders du Bénin. Je voudrais également remercier le directeur de ETELE, M. Maforikan, pour son soutien indéfectible à notre égard. Les regards sont dorénavant tournés vers la 3e édition prévue pour se tenir l'année prochaine. Voilà, comme quoi le football n'est pas seulement l'apanage
des hommes. Et puis à l'issue de cette rencontre, quelques femmes leaders politiques béninoises ont livré leurs impressions au micro de nos reporters sportifs. On les écoute. Je suis très contente de cette initiative de notre sœur Flora Agba, de l'ONG Femmes sans frontières. Et en tant que femme, je me suis sentie concernée. C'est pour ça que je suis venue soutenir, parce que cette rencontre regroupe les femmes des différents bords politiques. Vous avez vu tout à l'heure des femmes de l'UP, des femmes du bloc républicain qui se sont mises ensemble pour jouer. Et en face, nous avons les femmes de la société civile. Donc c'est une activité que nous soutenons, que nous apprécions, parce que ça contribue à la promotion de la femme, ça vient montrer le leadership des femmes aussi dans le domaine du sport. Ici, nous soutenons le parti de la femme. Nous sommes là parce que c'est les femmes qui jouent. Notre parti se confond à tout idéal politique. Et donc, nous avons célébré la femme béninoise, nous avons célébré des Agodjies sur le terrain. Et c'est ce que nous entendons faire tous les jours sur le territoire national, afin qu'ensemble, les femmes se battent pour le développement du Bénin. Des sentiments de joie, de fierté. Fierté parce que aujourd'hui, nous pouvons avoir des femmes, des jeunes femmes capables de mettre en exergue de telles initiatives. Et donc, c'est à l'actif de la jeunesse féminine, c'est à l'actif de la gente féminine. Ça a été un réel plaisir pour nous. Aujourd'hui, nous avons joué contre les jeunes femmes de la société civile. Et c'est la preuve justement que la société civile peut collaborer véritablement avec politique. C'est un réel plaisir pour nous de participer à ce challenge, puisque c'est un challenge que je me suis donné. Et c'est encore plus un réel plaisir de représenter les femmes leaders politiques du Bénin au cours de ce match. Je sais qu'on n'a pas démérité puisqu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Je profite pour féliciter l'ONG, les Femmes sans frontières, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse, pour tout ce qu'elle fait pour donner la force aux femmes politiques, leaders et les femmes en général. Et puis avant de prendre congé de vous, on ouvre la page Inter avec à l'Union des Comores une conférence de presse qui a été organisée pour lancer la 4e édition du mois Octobre Rose consacrée à la santé féminine, en particulier le cancer gynécologique. Au cours de cette rencontre, un bilan des actions menées en 2021 a été fait. Le reportage avec nos confrères de CGTN. Le coup d'envoi de cette campagne d'Octobre Rose a fait l'objet d'une conférence de presse. Cette rencontre avec les représentants des médias s'est fixée comme objectif d'annoncer le début des activités. C'était une occasion au fil de la rencontre de dresser un bilan des activités réalisées tout au long de l'édition 2021, au cours de laquelle 643 mammographies ont été enregistrées, soit 60% par rapport à la campagne de 2020. Depuis le mois de mai 2022, nous menions une grande campagne de sensibilisation sur les 3 îles à travers des causeries pour une meilleure connaissance des moyens de dépistage précoce des cancers gynécologiques. Environ 34 localités en ont bénéficié en Ngazidja, à Anjouan et à Moélie. Toujours dans le cadre de notre bilan, un atelier de réflexion sur les cancers gynécologiques ont organisé du 12 au 13 mai en collaboration avec le ministère de la Santé et l'appui financier de l'OMS, une feuille de route pour l'élaboration d'un plan stratégique national de lutte contre les cancers gynécologiques fut élaborée. Nous espérons que les pouvoirs publics concernés vont s'y pencher rapidement pour faire naître l'espoir d'une prise en charge de ces maladies aux Comores. Ça fait déjà 4 ans que la CCF mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein chez la femme. L'on se demande l'appui du ministère pour cette initiative. Il y a l'achat des mammographies qui est déjà actuellement dans le pays, mais qui attend les finitions de la radiologie à laquelle ça sera disponible pour toutes les femmes comoriennes. Ils ont fait le plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour l'augmentation du budget annuel sur les évacuations sanitaires à Maurice, et ça sera spécifique aux prises en charge des jeunes femmes souffrant des cancers gynécologiques. Mais aussi, ils sont avec des négociations avec le Maroc
pour la télémédecine pour qu'ils puissent accompagner nos médecins nationaux sur les activités qui sont liées au cancer gynécologique. Plusieurs activités sont au programme pour cette 4e édition de la campagne d'Octobre Rose. Des sensibilisations sur la préservation et le dépistage. L'ambulance rose figure parmi les nouveautés de cette année pour sillonner les localités de la Grande Comore et se faire dépister. Voilà, mesdames et messieurs, ce serait tout pour cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et puis via notre application iOS ou Android ETélé Bénin tout simplement. Je vous retrouve demain dès qu'il sonnera à 19h pour partager le reste de l'actualité. Mais en attendant, l'information se poursuit par ici, mesdames et messieurs. Allez, portez-vous bien.